De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Malik Acher et Jemal Taleb sont encore avec nous. Et les pays du lac Tchad essuient toujours les attentats de Boko Haram. Ce dimanche, un double attentat suicide a fait 5 victimes au Cameroun. Et ce lundi, une preuve de vie d'Aboubacar Shekau audio a été publiée sur les réseaux sociaux. Un véritable pied de nez à la coalition mixte multinationale qui a pris ces quartiers il y a moins de 2 semaines. On fait le point avec Arwa Barkala. Dimanche 20 septembre, le Nigeria et le Cameroun ont connu 2 attentats meurtriers au nord de leurs territoires respectifs. La ville camerounaise de Mora a notamment été le théâtre d'un double attentat. La localité située à un carrefour entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria est le quartier général du premier secteur de la force multinationale régionale chargée de combattre Boko Haram, qui reste ainsi actif malgré les efforts des pays frontaliers du nord-est du Nigeria. Déjà, il faut voir que c'est une commission qui est assez expérimentale parce qu'on est dans un cas de figure qui n'a jamais été mis en place auparavant. Il y avait eu d'autres précédentes missions qui étaient plus du fait de la CEDEAO. Là, on a des pays qui appartiennent à 2 ensembles sous-régionaux différents et surtout des pays qui ont eu l'habitude d'avoir des conflits notamment entre le Nigeria et le Cameroun et entre le Nigeria et le Tchad. Et dans la capacité donc à prévenir donc les incursions djihadistes, eh bien se pose toujours encore et encore la question du droit de poursuite sur le territoire voisin. La force mixte multinationale composée de troupes venant de plusieurs pays, le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Bénin, est officiellement en place depuis le vendredi 11 septembre. Mais selon les observateurs, cette lutte contre le terrorisme pâtit d'un manque de coordination dans les décisions stratégiques et militaires entre les différents chefs d'État africains. C'est une commission qui était envisagée déjà depuis un peu plus d'1 an, effectivement, qui a été mise en place assez récemment et qui, je pense, pâtit du fait des déclarations des chefs d'État. Donc Buhari qui a dit qu'il donnait 3 mois à son état-major pour régler le problème, tout en sachant que l'état-major de l'armée nigériane, c'est autre chose que la force multinationale. Le président Déby, qui lors des 55 ans de l'indépendance du Tchad, expliquait que le problème serait très rapidement réglé. L'extrême nord du Cameroun a été frappé par 11 attentats revendiqués par Boko Haram depuis le mois de juillet 2015. Et selon Amnesty International, près de 400 personnes auraient perdu la vie dans les attaques de la nébuleuse islamiste depuis janvier 2014. Malik, rappelons-le, le général Bouba Doubékrio a pris ses fonctions de commandement du premier secteur de la FMM ce vendredi 11 septembre. Rappelons que cette force mixte sera dotée à terme de 8700 hommes. À quand le déploiement total de la force mixte multinationale ? C'est difficile, vous savez, quand il y a cette organisation, il y a la mise en place, les opérations sur le terrain, ça prend du temps. Malheureusement, la menace terroriste est toujours là. Donc il faut une belle réactivité pour contrer cette menace terroriste qui est difficile, ça met du temps. La lutte contre le terrorisme, c'est une chose qui met du temps. Je pense que justement, cette lutte contre le terrorisme, contre Boko Haram, mettra du temps, même s'il y a une coalition d'États, il y a une organisation qui est en train de se profiler, qui est déjà en place. Mais on ne peut pas voir les résultats tout de suite. C'est difficile parce que Boko Haram a cette faculté de se réorganiser, de mener des attaques éclairs, parce que l'organisation sait très bien que c'est comme cela qu'elle arrivera à déstabiliser l'armée, les forces militaires qui sont en présence dans la région. C'est justement par des opérations kamikazes, c'est justement en harcelant les positions armées des États de la région que l'organisation terroriste arrivera à survivre. Et ça continuera encore. Maintenant, j'espère que je ne suis pas militaire, je ne suis pas un expert militaire sur la question, j'espère que tout sera mis en œuvre, je le pense sincèrement, pour contrer cette organisation terroriste, mais ça mettra beaucoup de temps. Et ça, il faut le savoir. Psychologiquement, c'est important de savoir que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas une lutte qui aboutit du jour au lendemain. C'est une course de fond. C'est une course de fond. Alors, j'ai mal, comme l'a dit Malik, on ne peut pas juger le bilan de la FMM qui vient d'ailleurs de se mettre en place il y a même pas 2 semaines. Il y a seulement les hommes du premier secteur qui ont été déployés. Mais comment la rendre véritablement efficace, cette force ? Je ne sais pas, c'est ça le problème. Non, je pense qu'elle vient de s'installer et qu'il faut lui donner le temps de s'installer. La deuxième chose, c'est que ce que j'ai dit là est absolument banal et j'enfonce une porte ouverte. Elle a besoin de coopération entre les États. Elle a besoin d'avoir les moyens. Elle a besoin d'un appui aérien, d'un appui de renseignement, d'un appui en matière de drones, de moyens supplémentaires tout simplement. Mais il faut s'allier, encore une fois, parce que cette force vient de s'installer. Les Camerounais font le travail déjà. Oui. Les Tchadiens payent un grand tribut et font le travail. Et donc,
Désormais, le Nigeria a rallié cette guerre. Si on pense que nous sommes face à deux armées qui vont s'affronter, l'une va gagner de l'autre, hélas, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes dans une guerre asymétrique, nous serons dans une guérilla que les États ne pourront gagner que quand ils auront gagné les populations, les endroits ou les populations qui se trouvent dans les endroits où se cachent les terroristes. Encore une fois, la guerre contre le terrorisme se gagnera avec l'alliance des populations. Si les populations comprennent que l'organisation Boko Haram n'est pas un allié, si les populations ont encore peur des armées régulières, comme c'est beaucoup le cas au Nigeria, si nous pensons que le secours, nous allons l'avoir chez des organisations terroristes qui, elles, ne sont pas une issue, eh bien cette guerre-là, nous la perdrons, ou en tout cas, elle durera très longtemps. Si nous gagnons la bataille des cœurs, la bataille de la confiance, et que définitivement ce triangle entre le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, et notamment de l'autre côté entre le Tchad et le Nigeria, quand nous aurons gagné cette bataille-là, définitivement, je crois que cette bataille, cette guerre sera gagnée. D'autant plus que les forces, nous l'avons, l'armée tchadienne est aguerrie, elle est sérieuse, elle est puissante, c'est des combattants absolument courageux et vaillants. Le Cameroun a démontré qu'il a une armée qui est capable de déloger les Boko Haram là où ils sont et qu'elle est capable de mener une guerre sérieuse. Et puis, pardon, le Nigeria qu'on ne décrit à personne. Nous avons évidemment l'habitude d'une armée complètement délabrée, complètement dépassée, qui, quand elle ne déserte pas, elle ne combat pas, et quand elle combat, elle le fait avec brutalité. Mais enfin, je crois que nous sommes en train de changer de regard. Nous sommes changés de regard parce que nous avons une volonté et une orientation politique différente. Le président Buhari, qui est connu pour sa fermeté, sa poigne, sa détermination de lutter contre Boko Haram, nous démontre, en tout cas nous donne espoir qu'une autre politique est possible et qu'une politique à terme viendrait. Je n'ai aucun doute qu'in fine, Boko Haram perdra. La question, c'est une question de durée et d'approche des choses. Alors Malik, très rapidement, Gemal mettant en lumière ce problème de financement. Où trouver l'argent pour lutter contre Boko Haram ? C'est très difficile, effectivement. Ça doit être un financement qui doit provenir des États de la région, mais aussi il faut que les organisations internationales. Le terrorisme, c'est un phénomène international. Boko Haram n'est pas un problème nigérian continental. C'est un phénomène continental international parce que ses ramifications vont très loin et ses financements, ses sources de financement à cette organisation terroriste vont au-delà de l'Afrique. Donc ce sont des financements qui doivent venir, à mon sens, d'autres pays et pourquoi pas des grands pays développés, pourquoi pas des États-Unis en l'occurrence. Ou l'Union européenne, bien sûr. Donc toutes ces organisations, tous ces grands pays doivent concourir à la lutte contre Boko Haram, justement en finançant les États de la région qui n'ont rien demandé et qui ne sont victimes finalement d'une passivité des États occidentaux sur certaines régions du monde. L'Éthiopie s'est dotée du premier train entièrement électrifié d'Afrique subsaharienne. Le train léger a été inauguré ce 20 septembre par le ministre des Transports éthiopien, long de 34 km. Ce train léger sera capable de transporter environ 60 000 passagers par jour. Le projet aura coûté 475 millions de dollars américains. Lisez le Siakizimana. Le premier train léger arrive dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Inauguré le 20 septembre 2015 par le ministre des Transports éthiopien, l'Addis Abeba Light Railway relie sur une distance de 34 km le nord au sud de la capitale et est capable de transporter environ 60 000 passagers par jour. Le service de train léger est ce que les gens de notre pays, en particulier les habitants d'Addis Abeba, attendaient avec impatience. Et sa mise en service est officiellement lancée maintenant. Afin de permettre à tous les habitants de la capitale éthiopienne de profiter de ce nouveau moyen de transport, le gouvernement a fixé un tarif particulièrement abordable. Le ticket par trajet coûtera entre 2 et 6 birres, selon la distance, soit entre 0,09 et 0,28 centimes américains. Il y a un sérieux problème de transport ici. C'est très difficile de se déplacer d'un endroit à l'autre. Il est fréquent d'attendre entre 30 et 40 minutes. Je pense que ce nouveau service va résoudre le problème. Pour le moment, seule la ligne nord-sud est ouverte au public, mais la construction de la deuxième ligne, c'est-à-dire l'axe est-ouest, débutera en octobre prochain. Grâce à ce métro, le gouvernement souhaite désengorger la capitale qui compte environ 5 millions d'habitants.
Le seul train que nous ayons eu, c'est l'ancien train, construit par l'empereur Ménélique il y a 100 ans. Notre génération n'a jamais eu la chance de voyager en train. Je suis vraiment heureuse d'être ici et d'être témoin de cette nouveauté et aussi d'être parmi les premiers passagers de ce nouveau service. Un système de ligne électrique indépendante du réseau principal a été mis en place pour éviter les coupures d'électricité très fréquentes dans la capitale. Le projet a coûté 475 millions de dollars américains et a été financé à 85% par la Chine. Malik, on félicite quand même l'Éthiopie qui devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à se doter d'un tramway. Oui, très bonne chose. Je pense qu'il faut généraliser ces moyens de transport propres qui permettent justement de déplacer de nombreuses personnes d'un point à un autre et qui justement évitent aussi les problèmes de circulation. On a toujours cette tendance en Afrique à utiliser la voiture et à peu utiliser les transports parce qu'il n'y a justement pas beaucoup d'offres de transport. Donc très bonne chose que l'Éthiopie fasse ce pas-là et je pense que c'est un modèle pour les autres pays, notamment dans tout ce qui est justement promotion des énergies justement propres, des énergies renouvelables. Là, on a un transport qui est propre, qui permettrait justement, qui donnerait, je l'espère, des idées aux autres États africains pour équiper leurs villes de ce moyen propre. Oui, Gemal, ce n'est pas la première fois que l'Éthiopie fait figure de bon élève. C'est encore là aujourd'hui le premier pays d'Afrique subsaharienne à se doter d'un tramway. Pourtant, l'Éthiopie est loin d'être le pays le plus riche du continent, il faut le rappeler. Mais c'est le tigre du continent, c'est-à-dire que c'est le pays où la croissance est la plus importante, c'est la croissance la plus soutenue, et c'est le premier pays subsaharien à capter les délocalisations, y compris de Chine. C'est-à-dire que la main-d'œuvre et donc fabriquer en Chine est devenue beaucoup trop chère par rapport à l'Éthiopie. Et comme c'est un pays de 100 millions d'habitants, ça donne, encore une fois, une capacité importante aux Éthiopiens de donner un cadre nouveau à une délocalisation nouvelle. Et donc, c'est tout ça qui est important. Et puis, deux éléments pour moi importants. La première, c'est que l'Éthiopie est devenue finalement le premier pays avec son tram. Il n'y a pas un pays africain qui ne veut pas son tram. C'est que le tram coûte très cher et les infrastructures sont assez élevées. La deuxième chose importante, c'est le rôle de la Chine. Il est construit sur un don chinois, ou en tout cas des capitaux chinois importants. D'où, encore une fois, le rôle nouveau des Chinois dans le choix des pays où ils sont et dans leur capacité à injecter l'argent où il faut. En fait, la nouvelle banque mondiale du continent africain, c'est Exim Bank China. Et c'est ça l'orientation nouvelle. C'est-à-dire que les Occidentaux sont en train d'être dépassés parce que la Chine a encore pour longtemps un cash flow particulièrement important qui est capable d'inonder, d'irriguer le continent africain et donner là où on n'y croit pas. On va passer rapidement aux chiffres du jour. 21 milliards de francs CFA, soit 32 millions d'euros. C'est ce qu'a économisé la Côte d'Ivoire grâce à la révocation des fonctionnaires fictifs, Malik. Bonne chose, oui, les fonctionnaires fictifs, quand on les révoque, c'est toujours une bonne chose. Donc oui, je pense que l'État ivoirien, comme les autres États africains, doivent être des États qui doivent faire attention aux deniers publics, parce que ça permet justement d'économiser, d'avoir d'autres projets justement ailleurs. Donc très bonne chose. J'ai mal une grosse somme quand même récupérée, 32 millions d'euros. Les chiffres, effectivement, c'est effarant. On a du mal à penser qu'un État soit capable de dépenser 21 milliards supplémentaires sur des emplois fictifs. C'est un extraordinaire. Ces emplois, au demeurant, viennent de la fonction publique. Alors, c'est un problème ivoirien. Malheureusement, il va au-delà de la Côte d'Ivoire. Et donc, l'assainissement de la fonction publique dans le pays est la donnée aujourd'hui importante. Ce n'est pas la seule. Le gaspillage est aussi un élément important. Mais c'est effectivement assez impressionnant. Merci Gemal d'avoir été avec nous ce soir. Merci Amira, c'est un plaisir. Et merci à vous également Malik. Merci Amira, ce fut un plaisir comme d'habitude. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve demain avec une semaine toujours consacrée à la Côte d'Ivoire. À très vite.